Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une toute nouvelle série de podcasts intitulée Chronique de l'étrange, où nous plongerons dans les méandres des souvenirs les plus sombres, là où la réalité flirte avec l'effroi. Je vous prie d'ores et déjà de pardonner la qualité de l'audio, qui n'est, je vous l'accorde, loin d'être parfaite. Si je vois que l'épisode plaît et que les retours sont plutôt bons, je vous promets de m'équiper d'un bien meilleur micro la prochaine fois. Enfin, trêve de blabla, passons désormais au sérieux. Laissez-vous plonger dans cette histoire, aussi perturbante qu'étrange. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lucas, un ami proche de ma famille, qui m'a fait part d'un témoignage troublant de son enfance qui le perturbe encore des années après les événements. Son récit nous emmène dans un lieu oublié par le temps, un pensionnat, isolé, caché au creux des montagnes. Cette histoire pourrait être celle d'un simple cauchemar, ou bien celle d'une vérité terrifiante. Je vous laisse en juger. C'était il y a de nombreuses années. En effet, Lucas n'est plus tout jeune aujourd'hui. À cette époque, il avait 12 ans, lorsque ses parents l'ont envoyé dans un pensionnat, perdu au milieu des montagnes. Il traversait une période très difficile financièrement. Alors un vieil ami de la famille leur avait donc recommandé un pensionnat à un prix modique, le pensionnat Saint-Antoine. Un établissement dont très peu de gens avaient entendu parler. Ce n'était pas vraiment un choix, mais une nécessité, car les parents ne pouvaient plus subvenir aux besoins de leur famille nombreuse. Lucas se souvient encore du trajet sinueux pour y arriver. La route, bordée de forêts épaisses, serpentait à travers les montagnes, et plus il s'enfonçait dans la région, plus la lumière du jour semblait se faire rare. En arrivant, il fut frappé par l'apparence du bâtiment. Un édifice de pierre massive, aux murs humides et aux fenêtres si sales que la lumière peinait à y entrer. Une fois à l'intérieur, l'ensemble dégageait une odeur persistante de renfermé et de moisissure. Le directeur, Monsieur Delma, un homme maigre aux cheveux gris, soigneusement peignés, accueillit Lucas avec un sourire figé. « Ici, on apprend à être fort », disait-il sourd. Une phrase qui allait bientôt résonner dans l'esprit de Lucas bien plus qu'il ne l'aurait souhaité. Dès la première nuit, Lucas a du mal à s'endormir. Le plancher craquait, les fenêtres grinçaient, et le vent sifflait dans les interstices des portes comme si le bâtiment entier était vivant. Mais ce qui le troublait le plus, c'était le silence total des autres enfants. Personne ne parlait. Les rares échanges étaient très brefs, presque murmurés. Une ambiance lourde et pesante planait sur ce lieu. Il ne fallut pas longtemps à Lucas pour entendre les premières rumeurs. Elles circulaient entre les enfants, dans les dortoirs, à voix basse, comme un secret interdit. Un garçon nommé Mathieu aurait disparu l'année précédente. Les autres élèves murmuraient que Mathieu avait vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Un soir, Lucas s'installe à côté d'un garçon du nom de Rémi pour le dîner. Curieux, Lucas lui demande de lui en dire plus sur ces rumeurs. Il lui confie alors une histoire qui le glace. Il lui parle de la fameuse salle spéciale. Une pièce cachée quelque part dans le sous-sol du pensionnat. Rémi raconte que les enfants qui y sont envoyés ne revenaient jamais tout à fait les mêmes, si toutefois ils revenaient un jour. Rémi lui confie également une anecdote. Quelques mois avant l'arrivée de Lucas, un groupe de garçons avait tenté d'explorer le fameux sous-sol. Ils étaient partis à 5, mais seulement 3 sont remontés. Les 2 autres, selon les rumeurs, avaient été emmenés par des ombres. Le lendemain, le directeur avait simplement déclaré que les 2 enfants manquants avaient été renvoyés chez eux. Mais étrangement, aucune lettre n'avait jamais été envoyée à leurs parents,
selon les dires d'autres enfants plus curieux qui scrutaient les va-et-vient du facteur aux fenêtres. Les jours passaient, et l'ambiance au pensionnat devenait de plus en plus pesante. Une nuit, Lucas se réveille en sursaut. Un froid glacial envahit le dortoir. Et il ressent une présence indéfinissable, comme un poids sur sa poitrine. Il regarde autour de lui, et c'est alors qu'il les voit. Les ombres, se mouvant lentement sous la porte du dortoir. Il décrit des ombres informes, sans bruit de pas, glissant simplement dans le couloir. Curieux, ou peut-être poussé par une force qu'il ne comprenait pas, Lucas décide de sortir du dortoir. Alors il avance, prudemment, son cœur battant la chamade, et descend les escaliers en direction du sous-sol. Les chuchotements deviennent de plus en plus clairs, de plus en plus distincts, bien que toujours indéchiffrables. En bas, il trouve une porte massive, en bois ornée de gravures étranges, presque ésotériques. Il entend toujours ces murmures qui s'estampent peu à peu, un cri étouffé et un rire déformé qui semble provenir d'une gorge trop serrée. Lucas prend peur, fait demi-tour et court se jeter sous sa couette. Le lendemain matin, il découvre que Théo, un garçon qui lui avait parlé des ombres, est introuvable. Les autres élèves baissent la tête lorsqu'il pose des questions, et les professeurs se contentent de dire que Théo est parti. Mais Lucas sait que quelque chose cloche. C'en est trop pour lui. Cette nuit-là, il retourne au sous-sol. Lorsqu'il pousse la porte, il découvre un couloir faiblement éclairé par des lampes à huile fixées sur les murs. Le sol semble creux sous ses pas, résonnant comme un tambour lointain. Au bout du couloir, une petite pièce éclairée par des bougies latentes. Sur une table en bois, des objets anciens sont dispersés. Des journaux jaunis, des photos d'enfants, des carnets poussiéreux. En feuilletant un vieux journal, Lucas découvre un article parlant d'un incendie qui avait ravagé le pensionnat en 1923. Plusieurs enfants y avaient laissé la vie. Mais ce n'est pas tout. Il trouve également une liste de noms griffonnés dans un carnet. Parmi eux, celui de Théo. Et à côté, une date récente. Pris de panique, il cherche à comprendre, mais c'est alors qu'il tombe sur une photo. Une photo d'enfant devant le pensionnat, datée de 1923. C'est alors qu'il y remarque un garçon qui ressemble étrangement à Mathieu, l'enfant disparu l'année précédente. Lucas sent soudain une présence derrière lui. Lorsqu'il se retourne, il aperçoit une silhouette d'enfant, pâle, presque translucide, les yeux vides. « Aide-nous » murmure-t-elle d'une voix brisée. Paniqué, Lucas s'enfuit, courant à travers le couloir, sans jamais se retourner. Cette nuit-là, il ne ferme pas l'œil, le cœur battant, attendant que l'aube le libère. Le lendemain matin, ses parents arrivent à l'improviste. Sans lui donner d'explication, ils lui disent qu'ils ont reçu une lettre étrange du pensionnat les pressant de venir le chercher immédiatement. Il quitte alors les lieux, et Lucas, pétrifié mais soulagé, ne regarda même pas en arrière. Des années plus tard, Lucas apprend que le pensionnat a été fermé définitivement peu de temps après son départ. Officiellement, à cause de problèmes structurels. Mais il sait au fond de lui que quelque chose de bien plus sombre hantait ces murs. Lucas avait reparlé à plusieurs reprises de cette partie de sa vie à ses parents, mais à chaque fois, il semblait évasif et tentait de changer rapidement de sujet. Alors il avait entrepris des recherches, plusieurs années après les faits. Mais il n'avait rien trouvé de plus que ce que relataient les journaux.
Avec l'avènement d'Internet, il avait également tenté de faire des recherches. Mais il n'y avait trouvé aucune trace de ce pensionnat, comme s'il n'avait jamais existé. Lucas se demande aujourd'hui si tout cela n'était qu'un cauchemar, mais les souvenirs sont trop réels, trop vivaces, pour être le fruit de son imagination. Ainsi se termine l'histoire de Lucas et du pensionnat Saint-Antoine, un lieu peut-être effacé de la mémoire collective, mais dont les murs murmurent encore les secrets de ceux qui y sont restés. Ce récit nous rappelle que la vérité est parfois plus effrayante que la fiction. Alors combien d'autres histoires, tout aussi terrifiantes, dorment-elles encore cachées dans ces recoins oubliés, en attendant que quelqu'un les découvre? Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous prierai de bien vouloir être indulgent, c'est la première fois que je m'adonne à l'exercice du podcast. Si vous pouviez me faire un retour pour me dire ce que vous avez aimé ou non, ça m'aiderait énormément pour l'écriture et la réalisation du prochain. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse chronique@étrange@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner, de partager et de laisser un commentaire, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Si vous avez des histoires étranges qui vous sont arrivées, n'hésitez pas à m'en faire part à l'adresse mentionnée précédemment en me donnant un maximum de détails. Je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Chroniques étranges.